Bonjour. Les protéines sont-elles libres? Alors dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur la part des lois déterministes et le rôle du hasard dans notre représentation des structures des protéines. Nous avions vu dans la dernière vidéo les différentes plages de temps qui sont associées aux 4 structures des protéines. Nous sommes face ici à au moins 2 doctrines qui touchent à la vision, à comment on se représente le monde et en particulier le temps. Alors d'un côté, c'est une recherche de la symétrie du monde, c'est-à-dire une vision réversible de ce monde. L'autre doctrine repose à l'opposé sur une vision irréversible. Ce que je vous propose ici, c'est de trouver la place des lois et du hasard. Alors historiquement, c'est la vision des lois qui s'est imposée en premier. Notre monde est dicté par des lois et très tôt, nous avons distingué les lois qui régissent la nature, c'est-à-dire ce sont les lois physiques qui sont déterminées par les dieux. Et puis, il y a celles créées par l'homme, ce sont les lois juridiques ou sociologiques. Alors au départ, les lois physiques sont considérées à la fois comme causales et déterministes. Alors par causalité, on peut entendre que le futur peut être prédit en fonction du passé ou du présent. C'est un principe cher à Spinoza. Pour lui, tous les hommes sont déterminés dans leur action. Alors la notion de déterminisme, elle, est apparue plus tard avec Claude Bernard. Pour lui, une condition initiale au présent va engendrer un seul état futur possible. Donc le déterminisme est encore plus exigeant que la cause. Il y a derrière cette notion de déterminisme une valeur chère à la physique, c'est la symétrie qui va être recherchée partout en physique. Donc le déterminisme implique donc une répétabilité des événements. Ces doctrines demandent ainsi un travail énorme de mesure pour vérifier constamment les mesures. Il faut répéter et trouver les fameuses régularités, c'est-à-dire les lois. Alors le déterminisme le plus radical, il a été porté par Laplace, à l'époque de Napoléon. Il est connu pour son expérience de pensée. Il affirmait à cette époque que si un petit démon, un petit génie, était doué d'une intelligence extraordinaire, d'une extraordinaire capacité de calcul, alors il pourrait déterminer et prédire complètement, en tout instant, l'univers qui l'entoure. Il suffit d'avoir les conditions initiales exactes et puis l'intelligence qui va bien et hop, le tour est joué. Alors cette intelligence, c'est la théorie, c'est une certaine vision géométrique du monde, ce sont toutes les lois symétriques et bien entendu les équations mécanistiques de Newton. Alors on conçoit très bien que le déterminisme rigoureux n'est pas possible pour une population très grande d'éléments qui peuvent en plus être diverses. Alors si on prend l'exemple du jeu d'échecs, la reine se déplace avec des règles différentes du roi. La reine aura plusieurs possibilités à chaque coup et de même pour toutes les pièces de l'échiquier. Ça va correspondre à 10 puissance 120 configurations de jeux possibles, avec des règles pourtant simples à chaque coup. Alors, on ne peut pas dire que le jeu soit déterministe à chaque coup, mais le jeu reste causal, il y a bien des règles du jeu. Alors 10 à la puissance 120, c'est un nombre qui paraît énorme. L'homme est bien entendu incapable de sonder toute cette étendue. Mais l'ordinateur, l'intelligence artificielle, arrive désormais à sonder beaucoup plus rapidement que nous l'ensemble de ces possibles. Alors une question, l'univers des protéines serait-il vraiment à l'image d'un jeu d'échecs? Est-ce qu'il y aurait des lois locales qui piloteraient l'ensemble de la structure? Alors si on prend une protéine avec petit n acide aminé, disons 100, le nombre de configurations possibles pour obtenir petit s structure sera s à la puissance n. On arrive tout de suite à des nombres effarants, ça fait 3 puissance 100. Si l'on considère le temps de l'ordre de la picoseconde pour sonder juste une seule possibilité, il faudrait des années pour sonder l'ensemble de ces possibilités. Donc c'est incompatible avec le temps entre la microseconde et la milliseconde que nous avions vu. Donc la vision mécanistique du tout atome classique n'a pas de sens. Alors le pas de sens, ça s'appelle l'absurde. En philosophie aussi, le siècle dernier, il y a eu une certaine révolte contre ce tout déterminé. Le déterminisme est ressenti comme une approche aliénante qui nous transforme en marionnettes.
Alors il est clair que sans différents choix possibles, le besoin de valeur serait très limité, et c'est le sens même de la liberté qui serait atteint, et c'est en tout cas la position de Camus. Alors c'est aussi la vision de Nietzsche, il refuse le déterminisme qui cherche à tout simplifier ou tout idéaliser. Il réfute la volonté de tout unifier dans une belle et unique théorie. C'est une approche différente qui va être basée sur la pluralité, qui est de plus en plus recherchée. Alors la liberté serait alors considérée comme une faille dans les processus déterminés, une brisure des chaînes causales. Nous voilà donc dans la seconde doctrine. Vous vous doutez bien qu'elle s'est construite en opposition à cette régularité, à cette réversibilité. Alors c'est l'introduction du hasard. Alors ce hasard peut prendre plusieurs formes et je vais vous en donner deux. Alors on peut voir déjà une vision soft ou semi-classique du hasard. C'est l'aléatoire. On l'appelle aussi la stochastique. C'est la vision des dés. Vous avez tous déjà joué aux dés. C'est un jeu qui est excellent pour expérimenter le hasard. Et on y joue depuis l'Antiquité. Alors il n'y a pas plus de causalité dans le sens où le présent est indépendant du passé. Et le présent n'a aucune influence sur le futur. On dit aussi que c'est la propriété de Markov. Alors on peut citer ici César, alea jacta est, les dés sont jetés, advienne que pourra. Alors attention, la stochastique n'interdit pas les règles. On peut bien entendu faire des mesures expérimentales, les répéter et même avoir une certaine prévision déterministe. En effet, pour un grand nombre de mesures, de trajectoires, on peut trouver des tendances, des lois de probabilité sur l'avenir de l'ensemble des trajectoires. Et on doit à Pascal cette première représentation mathématique des probabilités. Pascal, souvenez-vous, on en a déjà parlé, c'est un des pères fondateurs de l'existentialisme. Alors on peut le formuler aussi que chaque trajectoire individuelle, elle est libre, mais le résultat d'un nombre important de trajectoires devient prévisible. Et c'est Boltzmann qui a décrit le premier ce comportement statistique en physique, à l'aide des principes de la thermodynamique. La notion de pression, de température, que vous connaissez bien, c'est une description de la thermodynamique à l'équilibre. À l'équilibre, c'est-à-dire une vision ordonnée et déterministe. On ne connaît pas les trajectoires des molécules, mais le système global obéit à des lois classiques qui sont déterministes et réversibles. Donc derrière les statistiques d'observables, il faut savoir qu'il y a une cause exacte pour un système. On peut observer des fluctuations dans les mouvements d'ensemble. Ça arrive quand on se place hors équilibre, c'est-à-dire avec des conditions initiales qui sont loin des états d'équilibre. Donc la physique hors équilibre est alors irréversible et elle se traduit, si le système est isolé, par une augmentation d'entropie, une création de désordre. Alors on peut citer à ce niveau l'expérience de pensée du démon de Maxwell. Alors ce démon a essayé de refroidir une source froide à partir d'une source chaude. C'est justement ce que la seconde loi de la thermodynamique a pour objet d'interdire. Donc vous voyez que tout n'est pas possible. Alors si on parle hasard, vous pensez au mouvement brownien observé par le botaniste Brown. Et c'est Einstein qui a introduit la notion de diffusion d'énergie pour expliquer ce mouvement des trajectoires. Donc la diffusion a un sens et elle est irréversible. Et elle correspond à l'étalement de tous ces possibles. Alors c'est aussi relié à la dissipation, autrement dit à la perte d'énergie. Et on parle alors de structure dissipative. C'est en 1950 qu'on a fait ce lien entre fluctuation et dissipation. Et Prigogine poussera encore plus loin cette idée en chimie avec les structures dissipatives. Alors vous voyez qu'on reste dans un monde semi-classique. Les probabilités existent, mais elles sont interprétées comme des indicateurs de notre ignorance. Toutes les trajectoires ne peuvent être connues. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce qui est inconnu? Si je prends l'exemple du dé, c'est la manière dont on jette le dé, avec quelle force, quel angle, sur quel support. Vous voyez ici, c'est l'ignorance des conditions initiales. Les résultats du lancer du dé, a ses lois, mais le hasard vient donc ici de l'environnement et c'est une cause externe.
Alors vous voyez que l'autre vision du hasard, ça va être la chance pure, ressentie comme positive quand elle est à l'origine de la créativité, ou alors tout l'opposé, la catastrophe, quand ce sont des accidents, c'est la destruction, l'annihilation. Alors c'est en 1800 que Cournot introduit une forme de définition mathématique de cette vision du hasard. Il dit que le hasard, c'est la rencontre de deux séries causales qui sont indépendantes. Alors on retrouve ici le mot indépendance, que l'on peut comprendre comme l'ignorance. Ce sont deux séries qui s'ignorent. Mais on rajoute ici une notion importante, la notion de rencontre, de contact, ce que l'on nomme interaction en physique. Lorsque deux trajectoires, deux chemins se croisent, il faut admettre qu'il n'y a pas forcément de loi pour prévenir cet événement. Cette rencontre peut donc être totalement libre, autrement dit imprévisible et irréversible. Il faut donc admettre que le hasard peut correspondre à un monde sans règles, autrement dit sans loi. On ne peut pas tout expliquer par le calcul ou la géométrie. Alors dans ce sens, le hasard serait alors intrinsèque au système considéré, indépendamment de l'environnement. La physique moderne, avec les expériences en mécanique quantique, a déjà démontré que ce hasard, qui intervient au niveau des particules élémentaires de matière, n'est pas réductible à un déterminisme sous-jacent. Heisenberg, alors à l'échelle des atomes, l'avait déjà suggéré. La physique n'est clairement pas causale. Si l'on connaît la position de l'électron précisément dans le présent, on ne pourra pas déterminer la vitesse de cet électron dans le futur. Le hasard semble donc jouer une part primordiale dans le monde subatomique. Et Born l'a bien démontré, le caractère probabiliste de la fonction d'onde. Donc l'évolution du système à l'aide de l'équation de Schrödinger est certes fondamentale, déterminisme et réversible. Tout n'est pas possible avec des règles de sélection. Alors les expériences d'Alan Spey en 1980 l'ont bien démontré. Le hasard est intrinsèque à la particule et ne correspond pas à une ignorance des conditions initiales ou de l'environnement. Cela ne provient pas de notre incapacité à prévoir. Cette conception est à l'origine de tout ce qui nous étonne, de ce qu'on appelle le merveilleux. Vous commencez à entrevoir cette nouvelle doctrine, la contingence des interactions, ce qui arrive ou pas. Ce qu'il faut comprendre ici, les probabilités sont vues beaucoup plus positivement. Elles correspondent à un champ des possibles. Et donc la question, pour les protéines, est de savoir si ce désordre est bien intrinsèque, s'il est fondamentalement relié à la protéine. Alors, quel enseignement peut-on tirer de ces deux grandes doctrines pour un édifice biologique de quelques nanomètres? Y a-t-il des règles? Y a-t-il un désordre qui viendrait de notre ignorance des conditions initiales de l'environnement? Est-ce que l'on doit se tourner vers un modèle plutôt statistique, compte tenu du grand nombre d'atomes? Est-on réellement à l'équilibre? Y a-t-il du hasard quantique intrinsèque aux protéines? Il est clair que le premier enseignement est que l'on doit conjuguer aujourd'hui le hasard et les lois locales. On en revient à la pensée antique. Il y a plus de 2 millénaires, on disait exactement la même chose. C'était la pensée de Démocrite. Tout ce qui existe dans l'univers est le fruit du hasard et de la nécessité. Et ça a été quelque part repris par Pascal. Alors la chose est encore plus évidente en biologie. Ce qu'on appelle fluctuation en physique, on l'appelle mutation en biologie ou variant. Jacques Monod a bien insisté sur la conjugaison des lois et du hasard. Prenons l'exemple de deux individus qui se rencontrent fortuitement, au hasard. 9 mois plus tard, le bébé aura les gamètes du père et de la mère. Le bébé aura nécessairement les caractères génétiques de ses parents. C'est la loi de Mendel, bien connue. Mais le bébé ne ressemblera pas en tout point à ses parents. Vous voyez que là encore, le hasard est source de diversité, sans contrevenir aux lois. Donc l'image moderne est désormais celle d'un univers où ni le déterminisme ni le hasard ne règnent en maître, mais où le royaume de l'un est aussi le berceau de l'autre. Et comme nous le dit Edgar Morin, un monde absolument déterminé, de même qu'un monde absolument aléatoire, sont pauvres et mutilés, le premier incapable d'évoluer et le second incapable même de naître. Alors, avec quelles lunettes regarder la dynamique d'une protéine? Ce que l'on sait expérimentalement, c'est qu'une protéine peut être vue comme un système de structure. Elle comporte donc une série de potentialités, mais qu'au final, uniquement quelques-unes seront réalisées. Et les protéines sont des systèmes de choix.
Donc, la dynamique peut varier sur près de 15 ordres de grandeur d'un point de vue temporel. Alors, comment vont s'articuler cette liberté et ce déterminisme? Nous sommes typiquement face à un problème multi-échelle avec non pas un déterminisme, mais des déterminismes. Les équations de la physique, telles que l'on les utilise tout le temps, ne sont pas du tout invariants d'échelle. Il existe bien des échelles caractéristiques. Les lois n'ont plus ici le statut supposé de fondement. Il ne faut pas forcément concevoir les lois comme intrinsèques à la structure, à l'échelle de temps considérée, mais il faut plutôt les concevoir, ces lois, comme émergentes, des règles de sélection locales qui proviennent de l'influence des autres échelles. C'est important de prendre conscience de la multiplicité de ces lois et du caractère aléatoire de leur émergence. Le monde qui nous entoure n'est pas unifié, le monde qui nous entoure est diversifié. Typiquement, pour les structures en dessous de 1000 atomes, la structure est gouvernée par la mécanique quantique. Les acides aminés ont donc ce don d'ubiquité, à la fois déterministe et probabiliste, à des échelles de temps en dessous de la nanoseconde. Alors l'assemblage des acides aminés constitue la première structure. Un autre déterminisme surgit, cette fois-ci piloté par l'électrostatique, avec les forces de Van der Waals, les forces d'origine électrique, hydrophobes. C'est un système fabuleux avec des règles d'enchaînement dans la structure primaire, c'est-à-dire pour des temps au-dessus de la nanoseconde jusqu'à la microseconde. Et pour les temps supérieurs, nous avons des mouvements collectifs. C'est la mécanique statistique qui s'exprime. Alors vous avez ici des transitions de phase qui vont discontinues, on les dit du premier ordre, ou des systèmes classiques dans les systèmes dynamiques, c'est-à-dire des phénomènes de bifurcation. Alors pour la structure tertiaire, on a de nouveau une échelle plus libre, plus spontanée, là où la stochastique, le hasard, l'irréversible serait dominant. C'est la thermodynamique hors équilibre avec un rôle important donné à l'augmentation d'entropie. Alors à partir de quand une description est-elle plus valide qu'une autre? Quel est le lien entre ces descriptions? Souvent, on fait intervenir la taille d'un système physique, mais il faut bien avouer que la question du passage du quantique au classique reste encore bien mystérieux. Donc la nature introduit telle une contingence pour articuler ces différentes descriptions nécessaires. Cette contingence serait par la dissipation. Permettrait-elle une forme de rebond, une brisure des symétries qui interdit la réversibilité? Mais il doit demeurer une forme de mémoire entre chaque échelle, et c'est une forme d'héritage. Alors vous voyez que la compréhension de cet agencement multi-échelle est passionnant. Ça serait une forme d'hybridation entre liberté et les contraintes. On peut parler aussi de couplage coévolutif ou d'interférence mutuelle entre échelles. Alors on retrouve ici les héros littéraires des Fourberies de Scapin pour Molière, d'Arlequin pour Marivaux ou Figaro pour Beaumarchais. Ce sont des faiseurs de tours très habiles pour créer des stratagèmes, des petits arrangements pour permettre quelques ajustements aux règles. Voilà, j'espère que vous avoir montré que les protéines sont des objets nanométriques où cohabitent différents déterminismes. Tout n'est pas possible, il y a des trajectoires causales, mais la contingence existe et le hasard est lui aussi nécessaire pour faire émerger différents invariants et des nouvelles propriétés, des nouvelles symétries. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.